Prêt pour l'impact, c'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Je reçois Timothée Paric, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes économiste, vous publiez La science de la post-croissance, c'est aux éditions Actes Sud. C'est une forme de synthèse de ce que les scientifiques, les chercheurs ont publié récemment sur ce thème. C'est ça, c'est l'idée de la collection, à chaque fois de choisir un article scientifique, donc qui sont publiés en anglais, dans des revues dont on n'a pas accès, et de venir traduire, vulgariser, expliquer. Et donc l'article que j'ai choisi, c'est un article qui fait une revue de littérature du champ donc de la post-croissance ces 20 dernières années. Donc on va dire c'est la synthèse d'une synthèse pour essayer d'expliquer là avec un glossaire de 50 concepts, avec 5 chantiers, avec 20 thèses, pour montrer un petit peu le buffet d'idées autour de ces critiques de la croissance, de la décroissance et de la post-croissance. Alors justement, on va commencer par être très pédago. Décroissance, post-croissance, c'est la même chose, c'est pas tout à fait la même chose? Alors, quand on parle de phénomène, c'est différent. On comprend décroissance, c'est un phénomène de transition, c'est une sorte de régime macroéconomique. On peut observer par exemple une économie qui va produire et consommer moins pendant une période donnée. Ça, on appelle ça de la décroissance. Post-croissance, c'est plus sur le long terme, qu'est-ce qui se passe après? On peut dire décroissance, transition, post-croissance, destination, projet de société. On peut dire une société qui arrive à prospérer sans croissance. Donc on peut différencier les deux termes comme ça au niveau des phénomènes réels. Par contre, dans le champ d'études, on dit souvent la post-croissance, c'est l'appellation la plus générale. Donc la décroissance, c'est l'un des chantiers de la post-croissance. Post-croissance, ça vient traduire un terme en anglais qu'on n'arrive pas très bien à traduire en français, c'est Growth Critical Theories. Donc toutes les théories critiques de la croissance qui incluent l'objection de croissance, la décroissance, la post-croissance, mais aussi l'économie du donut de Kate Raworth, la plénitude de Juliette Shore, l'économie stationnaire d'Herman Daly et plein d'autres concepts qui n'ont pas croissance dans le nom. Vous êtes en train d'en citer plusieurs. C'est plus une discipline marginale. Non, ça a beaucoup évolué. C'est vrai que le premier article scientifique sur le sujet, c'était à la fin des années 2000. Il y en avait 1, 2, 3 par an. En 2007, en 2008, il n'y avait pas grand-chose. En 2008, il y a eu la première conférence internationale sur l'étude de la décroissance, qui était à Paris d'ailleurs, avec quelques centaines de personnes. Et aujourd'hui, ça a complètement explosé. On a plusieurs centaines de publications par an. Donc même moi, qui suis expert du sujet, qui fait la veille scientifique, je ne peux plus lire l'intégralité des articles. Et ça tombe très bien parce que ça arrive maintenant en sociologie, en sciences politiques, en philosophie, en archéologie, dans plein de sciences différentes qui se sont saisies du concept pour l'utiliser. Et donc ça montre, ce livre et l'article à partir duquel il se base, ça montre vraiment que ça s'est solidifié dans un champ d'études qui aujourd'hui a produit énormément de connaissances sur ces sujets. Et elle est d'ailleurs, la post-croissance, discutée dans des institutions comme le GIEC, l'OCDE ou même la Commission européenne. Est-ce que plus elle se démocratise, plus il y a le risque qu'elle soit caricaturée ou utilisée par des courants politiques opposés? Alors, pour l'instant, je pense que ça va. On va dire que scientifiquement, il y a un essor de ces concepts, mais je n'ai pas vu de transfert massif des concepts scientifiques vers un usage politique. Mais ça, malheureusement, si on prend un autre concept très populaire, pas en économie, mais en écologie générale, les limites planétaires, par exemple, donc depuis 2009 quand même, qui est un concept très consensuel aujourd'hui, même ça n'a pas été traduit dans les discours politiques. Donc la décroissance, la post-croissance, qui sont des concepts beaucoup plus niches, je pense qu'on peut attendre longtemps. J'ai l'impression que décroissance, c'est un mot qui peut servir d'épouvantail à certains courants politiques. C'est-à-dire, oh là là, celui-là, c'est un décroissant de toute façon. Oui, souvent, ou même, on peut dire, même d'un point de vue des Verts, de dire, voilà, nous, on ne fait pas de la décroissance, on fait de la sobriété. Nous, on ne fait pas de la décroissance, on fait de l'économie du bien-être. C'est vrai que la décroissance, c'est un mot qui est un petit peu, c'est un mot obus ou un mot douche froide. Alors, c'est utile pour nous autres scientifiques, parce que quand je regarde sur mon ordinateur une transition écologique où le PIB va se contracter de plusieurs pourcents par an sur 25 ans, je ne vais pas appeler ça l'économie du bien-être ou une économie circulaire. Non, factuellement, c'est une croissance négative, on a une forte contraction du PIB, et donc nous, entre macroéconomistes, on peut parler de décroissance. Ce qui est surprenant, c'est que ça soit devenu si populaire, parce que des concepts niches techniques du jargon économique, on en a plein, mais la décroissance, c'est quand même une certaine résonance dans les médias, dans les activistes. Alors, le débat politique, non, mais je pense dans la société civile, ça stimule quand même pas mal de discussions. Alors, puisqu'on est dans une synthèse, quels sont, ou quel est je ne sais pas, le principal consensus scientifique sur le sujet de post-croissance? Alors, on commence sur un consensus scientifique le plus solide, qui est celui du dépassement des limites planétaires.
Donc, quand on parle, nous, on aime bien parler en économie écologique de métabolisme social d'une économie. Métabolisme social, c'est l'intégralité de toutes les ressources naturelles qui rentrent dans une économie et ensuite l'intégralité des déchets, des pollutions qui en sortent. Et en fait, quand on compare l'empreinte d'une économie, l'empreinte macroécologique qui prend en compte l'intégralité de ce flux biophysique qui la traverse, et ce qu'on appelle la biocapacité, la capacité des écosystèmes à régénérer leurs ressources et leurs services écosystémiques, on se rend compte qu'il y a un déséquilibre. On est dans le rouge, et quand on est dans le rouge, on prend le risque de détériorer les écosystèmes avec un retour de bâton absolument effroyable, non seulement pour l'économie, mais pour la société en général. On avait 36 degrés hier à Paris, je pense que tout le monde commence à comprendre. Oui, puis on a eu une canicule il y a 15 jours auparavant, elles sont de plus en plus tôt dans la saison, ou tard d'ailleurs, peut-être qu'il faut s'y attendre au début de l'automne. Elles peuvent durer plus longtemps, elles peuvent être plus intenses. Donc ça, conséquence directe de n'avoir pas agi plus tôt pour limiter le réchauffement climatique. Maintenant, on a déréglé notre climatiseur naturel, on en paye le prix. Donc ça, c'est consensuel vraiment dans les sciences les plus dures, les sciences naturelles. En économie écologique, nous, en fait, on intègre, on se dit, OK, on a cette contrainte écologique où l'on sait, si l'on veut faire fonctionner une économie, peu importe vraiment votre idéologie économique, n'importe quel système pour fonctionner sur le long terme va avoir besoin de se remettre à l'équilibre avec la biocapacité de la biosphère. Et c'est là où on arrive à certains désaccords. Donc là, c'est un deuxième consensus qui est plus léger, mais qui commence quand même à se solidifier, c'est de se dire, si l'on veut revenir sous le seuil des limites planétaires suffisamment rapidement, pour éviter donc une dégradation irréversible, il va falloir produire et consommer moins dans les pays riches. Donc l'hypothèse de la décroissance versus son alternative qui serait celle du verdissement de l'économie à travers un découplage et de la croissance verte. Ça, il y a 20 ans, c'était très théorique, on ne savait pas trop, il n'y avait pas beaucoup de données, on pouvait poser des hypothèses. Aujourd'hui, scientifiquement, on a quand même plusieurs décennies d'observation, on arrive à voir qu'aucun pays au monde a réussi à s'engager dans cette trajectoire de retour vers l'intérieur des limites planétaires, donc une baisse généralisée de l'empreinte macroécologique, pas juste les émissions carbone, l'intégralité de l'empreinte macroécologique, tout en faisant croître son PIB. Et donc ça nous amène vers donc, ce deuxième consensus de se dire, OK, si l'on veut revenir vers la durabilité, il va falloir produire et consommer moins. Donc si je comprends bien, pardon de vous interrompre, la croissance verte, c'est quoi? C'est une illusion d'une certaine façon? On va dire que dans les années 90, c'était une hypothèse scientifique qui était tout à fait valide de se dire peut-être qu'au bout d'un certain moment, les investissements dans le progrès technologique vont générer des éco-innovations qui vont améliorer ce qu'on appelle la productivité écologique d'une économie. Donc on va pouvoir continuer à produire plus tout en baissant l'usage des ressources naturelles. Et ça s'est fait dans certains secteurs, ça s'est fait pour certaines catégories de produits, ça s'est fait pour certaines pressions sur l'environnement, notamment les gaz à effet de serre. Mais ça ne s'est pas fait pour tout, et ça ne s'est pas fait assez rapidement. Et surtout, quand on observe de manière très fine, par exemple dans un pays comme la France, mais c'est généralisable à tous les pays développés, qu'est-ce qui explique la baisse des gaz à effet de serre ces dernières décennies? Une grande partie de cette baisse s'est passée pendant la crise financière et la pandémie. Donc, on ne peut pas tellement appeler ça de la croissance verte. Ça, je pense que ça solidifie aussi l'hypothèse de la décroissance, qui est socialement, politiquement, je veux bien entendre que ça soit difficile. Ça, c'est les troisièmes chantiers. Et il y a beaucoup de questions là-dessus. Mais écologiquement, en tout cas, on sait que la manière la plus certaine et efficace de baisser les pressions sur l'environnement, c'est de produire et consommer moins. C'est des concepts comme le minimalisme, la sobriété, la décroissance, le renoncement productif. Toutes ces idées qui ont été, je pense, sous-investies au fil des décennies parce que justement, on attendait la carte joker de la croissance verte. Et aujourd'hui, cette littérature, on s'en saisit parce que justement, la croissance verte ne s'étant pas matérialisée, on se dit, qu'est-ce qu'on a comme plan B? Un chiffre sur notre empreinte matière, c'est le ministère de la Transition écologique. Alors, il date un peu, ce chiffre, il date de 2019, justement, on va voir quelle est l'évolution. 17 tonnes, c'est notre empreinte matière par an et par habitant en France, ça veut dire dépendance à l'extraction de biomasse, de minéraux, de métaux. Cette empreinte matière, comment on la calcule déjà? Parce que ça, c'est pas si simple, quoi. Moi, je lis ça, ok, intéressant, mais comment on calcule ça? Alors, ça se calcule en tonnes, déjà, ça vient agréger différentes catégories, on l'a dit, les énergies fossiles, la biomasse, les métaux et les minerais. Et c'est un agrégat macroéconomique. Donc, on dit par habitant, c'est-à-dire on va d'abord la calculer pour tout un pays. Pour tout un pays, c'est facile, parce qu'on peut regarder tout ce qui rentre. La France, par exemple, importe
la grande majorité de ces énergies fossiles. Ouais. Donc, on sait exactement le flux d'énergie fossile qui rentre. Pareil pour les métaux, des minerais. Enfin, tout ça, c'est des données qui sont faciles à obtenir en tonnes. Ouais. Et c'est des données, on n'a même pas besoin de passer par des mécanismes de prix, parce que c'est des données pures biophysiquement. Ouais. Un baril de pétrole, c'est un baril de pétrole, qu'il soit brûlé à $100 le baril, à $200 le baril ou à $0 le baril. En termes de changement climatique, c'est la même chose. Et donc, l'empreinte matière, on va dire, elle permet de couvrir un peu plus largement l'empreinte, les effets sur l'environnement, parce qu'on va se dire, ah bah tiens, l'extraction des métaux, des minerais, ça va avoir des impacts sur le changement des sols et donc sur la biodiversité. On sait aussi que ça consomme énormément d'eau d'extraire des métaux. On sait que ça génère des pollutions chimiques. Et donc l'empreinte matière, elle nous donne, c'est un peu notre indicateur de PIB écologique pour voir un petit peu tout ce qui rentre, ce flux biophysique dans l'économie, même si quand on regarde de manière plus fine, on abandonne l'empreinte matière pour regarder plus précisément les limites planétaires. Mais ce qui est sûr, si on part de ce chiffre, qui est presque entre 17, c'était quoi ? C'était 17 tonnes. C'était 17 tonnes en 2019. Je ne sais pas si ça malheureusement, c'est un nouvel indicateur, donc il n'est pas calculé, on n'a pas des données fines tous les ans, mais on sait que le flux à peu près soutenable, nous disent les scientifiques dans les études qu'on a ici, c'est plus autour de 5 à 6 tonnes par habitant. Donc là, on en est très 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 loin. Et c'est là où ça devient difficile, parce que découpler la croissance du PIB ou même le PIB des gaz à effet de serre, on comprend, c'est facile, il suffit d'arrêter d'émettre du méthane, donc peut-être arrêter de consommer du bœuf et arrêter de brûler du gaz, du charbon et des énergies fossiles. Je ne dis pas que c'est facile, mais au moins analytiquement, on peut l'imaginer. Mais comment est-ce qu'on fait pour construire sans matériaux ? Comment est-ce qu'on fait pour avoir des équipements électroniques et des services, des data centers sans métaux ? Là, c'est compliqué. Donc, le découplage avec l'empreinte matière, on ne l'observe nulle part. D'ailleurs, on observe plutôt un recouplage. C'est le contraire, parce qu'on comprend, par exemple, pour les métaux, c'est de plus en plus difficile d'en trouver, parce qu'on a d'abord creusé les faciles à atteindre. Bien sûr, mais donc, on a des solutions d'économie circulaire qui se sont développées, qui sont encore embryonnaire ou marginal, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Oui, marginal. Parce que si on parle des métaux, par exemple, il y a ce qu'on appelle le concept de mine urbaine, le fait de récupérer un certain nombre de métaux ou alors de chutes dans les industries. Il y a une entreprise qui s'appelle Aérométal, dont c'est la spécialité, par exemple. Marginal, donc tous les ans, il y a le Global Circularity Report qui calcule un taux de circularité de l'économie. Alors, je ne me souviens pas du chiffre de 2025, mais ça doit être autour de 8%. En tout cas, c'est en dessous de 10%. Et ensuite, ce recyclage, il demande lui aussi une infrastructure matérielle et bien sûr de l'énergie. L'énergie, il faut aussi aller la chercher, qui demande une infrastructure matérielle qui va demander des matériaux. Donc le recyclage, même en lui-même, c'est pas quelque chose qu'on peut faire de manière infinie. Alors, est-ce qu'on devrait en faire plus ? Bien sûr, mais cette idée de circularité d'une économie en croissance, mathématiquement, ça marche pas. Vu que, bien sûr, la circularité, on ne peut produire qu'à partir des déchets. Le problème des matériaux, c'est qu'on les utilise pas aujourd'hui et ensuite ça devient un déchet. L'avion, il va rester une trentaine d'années. Les matériaux vont être emprisonnés dans un bâtiment, dans une route avant d'être disponibles. Et donc, même si on prenait les déchets disponibles, ça ne permettrait que de reproduire une toute petite portion de la production. Donc, si on produit plus chaque année, il faut forcément aller extraire des nouvelles ressources. Pour embarquer les citoyens, on l'a vu, et les électeurs, on l'a vu lors de derniers scrutins aux États-Unis et en Europe, il faut aussi proposer des solutions. Parce que si on est seulement dans un discours catastrophiste, ça ne marche plus, on l'a bien compris. Donc les solutions, elles existent pour vous ? Elles existent et je pense que la majorité de cette littérature, aujourd'hui, elle se concentre sur les solutions. C'est-à-dire qu'il y a quand même plusieurs décennies d'études de dépassement des limites planétaires. En économie écologique, on fait un petit peu, moi c'est vrai que je travaille beaucoup sur la croissance verte, donc malheureusement je travaille beaucoup sur les mauvaises nouvelles. Mais une grande partie de cette littérature, et moi c'est la littérature qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est la modélisation de scénarios de transition. Il y a la semaine dernière, il y a eu la publication d'un rapport par le World Inequality Lab de Thomas Piketty, justement sur un scénario de sobriété à l'échelle du globe, avec un exercice de modélisation. Donc ça, c'est le genre d'exemple aussi. Et là, dans cette littérature, il y a vraiment tous les mois des articles qui sont publiés pour se demander, OK, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, on accompagne la baisse de la production et de la consommation avec une réduction généralisée du temps de travail pour éviter le chômage pendant une période de transition. Ça, c'est une grande question qu'on explore en macroéconomie écologique. Et on voit en fait qu'il y a pas mal de solutions dans les scénarios où on fait de la décroissance sans politique d'emploi et donc ça crée du chômage indésirable et de la pauvreté, versus on fait une décroissance avec une politique adaptée de l'emploi, réduction généralisée du temps de travail et garantie d'emploi.
pour la création d'emplois verts, notamment dans l'économie sociale et solidaire, à travers des coopératives à but d'emploi. Et là, ça équilibre. On peut même avoir un ralentissement économique avec une baisse du chômage. Pareil, un autre chantier, c'est le financement. Qui nous intéresse. Alors le financement, nous, en économie écologique, ça veut dire deux choses. Le financement en termes de ressources concrètes, donc la force de travail, mais surtout les ressources matérielles, on fonctionne aussi avec un budget écologique, notamment carbone limité pour cette transition. Donc si on investit toute notre énergie dans la rénovation thermique, on n'aura pas assez d'énergie pour l'investir dans le reste. Donc là, il y a une allocation qui est difficile. Et ensuite, il y a la question du financement qui touche à d'autres sujets beaucoup plus globaux, comme les inégalités économiques. On se rend compte aujourd'hui et ça touche à un autre grand chantier qui s'appelle le chantier des impératifs et des dépendance à la croissance, notamment au niveau des entreprises. Si vous avez une économie qui est principalement constituée d'entreprises privées, commerciales, à but lucratif, qui se font compétition sur un marché en fonction de leur taux de profit, ça va créer en fait un impératif de croissance. Fais des profits ou ferme ta boîte. Et macroéconomiquement, ça nous enferme dans une économie qui soit arrive à croître, soit sans crise. Donc là, on voit que ça pose toute une question, et c'est très bien exploré par des collègues sociologues et gestionnaires, qui explorent justement, est-ce que si on avait beaucoup plus de coopératives à but non lucratif, on arriverait à se débarrasser de cet impératif de croissance ? Est-ce qu'on arrive justement à créer des entreprises qui, justement, se focalisent sur les grands chantiers de la transition, sans importer, on va dire, les déviances du capitalisme croissanciste qu'on avait avant. D'ailleurs, vous dites, c'est une citation qui date de mai 2025, « Plus personne ne défend le capitalisme, c'est le zombie de l'économie ». Vous parlez des économistes quand vous dites ça ? Alors même pas que des économistes. Parce que politiquement, je ne sais pas si je traverse l'Atlantique et que je vais voir les 74 millions d'Américains qui ont élu Donald Trump, je pense qu'ils défendent plutôt le capitalisme. Alors moi, c'est vrai, quand j'ai écrit ça, je parlais d'un contexte plus européen et notamment français. Mais moi, je suis étonné parce que je rencontre rarement des gens qui croient encore dans l'utopie du capitalisme, avec son ascenseur social, avec un entrepreneuriat qui crée des milliardaires à tour de bras, avec un alignement entre les intérêts privés des entreprises à but lucratif et des actionnaires, et le bien commun, et notamment la durabilité. En fait, cette histoire, notamment, on sait qu'elle est fausse aujourd'hui, ça ne fonctionne pas, il n'y a pas de ruissellement au niveau des revenus, encore moins des richesses, il n'y a pas de croissance verte, donc ça, on sait, c'est un fait, mais au moins, on pourrait s'attendre à que des gens soient en désaccord, disent non, moi j'y crois vraiment. Non, les gens en fait n'y croient plus. Même des personnes qui représentent aujourd'hui le capitalisme dans sa version la plus prédatrice me disent non, je sais bien sûr que ça va pas se verdir, je suis pas bête, mais bon, on est quand même ici, je vais faire ce que j'ai à faire. Et donc c'est pour ça que c'est un système zombie, c'est-à-dire que dans les faits il est déjà mort, mais on n'arrive pas à se débarrasser de son cadavre. Il continue à rester là, et c'est ça le problème, parce qu'on n'arrive pas à se débarrasser de son cadavre, on n'arrive pas à faire émerger un nouveau système économique, et on voit que l'ESS peine. On aimerait bien aujourd'hui que l'économie sociale et solidaire, on en parle très souvent évidemment dans cette émission. Et là aussi, on est dans une forme de marginalité si on regarde en proportion de l'économie sociale et solidaire. Alors, une marginalité montante, déjà, c'est sûr, et une spécificité française. Donc il y a beaucoup de pays où il n'y a pas d'économie sociale et solidaire. C'est un peu copié au niveau européen, mais bon, c'est vrai que ça reste... Et moi, ce que j'aimerais bien voir... c'est un basculement, c'est-à-dire une montée en puissance de l'économie sociale et solidaire qui, je pense, est une économie beaucoup plus adaptée aux défis socio-écologiques de la transition, mais j'ai l'impression que les tendances, en tout cas politiques, à l'inverse, on sous-investit, on coupe les investissements dans l'ESS, alors que c'est un petit peu notre innovation sociale pour la transition. Alors que si on faisait le contraire, de se dire « Ah bah là, on est à un moment où il va falloir basculer d'un système qui n'arrive plus à prospérer sans croissance à un système d'économie post-croissance ». Et donc là, on opère ce basculement en faisant en sorte d'avoir une planification sociale et écologique qui permette d'allouer beaucoup plus de moyens à l'ESS et aussi d'allouer beaucoup moins de moyens à travers notamment des politiques de désinvestissement dans le capitalisme fossile. Alors il y a un principe dans cette émission, l'invité de la semaine précédente pose une question à celui ou celle qui va lui succéder. La semaine dernière, on avait Jean-Pierre Gou, le président de Biosphère Economics. On l'écoute. Bonjour Timothée, donc j'avais une question à te poser. Comment peut-on s'inspirer de la biosphère et des 3,8 milliards d'années d'expérience de la vie pour penser la post-croissance ou la décroissance, selon le mot que tu souhaites utiliser ? C'est vrai qu'on a 3,8 milliards d'années de recherche et développement derrière nous, donc autant s'en inspirer. Oui, et cette approche du biomimétisme, de se dire, vu que nous ne pourrons jamais échapper aux lois de la biologie et de la physique,
l'économie restera encastrée dans le monde du vivant, autant s'en inspirer et arriver justement à trouver une bonne proportion, un équilibre, une harmonie entre les lois du vivant et les lois de notre économie. Et moi, je vais donner 2 exemples. Au niveau de la physique, il y avait un mathématicien roumain dans les années 70 qui s'appelait Nicolas Georgescu-Roegen, qui justement, lui, avait remarqué que les théories en économie néoclassique, donc de croissance exponentielle infinie avec des facteurs de production uniquement humains, allaient à l'encontre des lois de la thermodynamique en physique, qui, elle, stipulait, notamment la loi de l'entropie, qui avait une dégradation de l'énergie utile disponible au fil des activités. Donc, en gros, la production, ça crée des valeurs monétaires, mais ça détruit des valeurs écologiques. Et donc, il en était venu à cette idée de se dire que, non, il va falloir forcément penser la décroissance, il disait le déclin de certaines activités, et la stabilisation des économies vers une économie stationnaire. Donc là, c'est intéressant, on se dit, on regarde un petit peu la dynamique des systèmes physiques, on se dit, l'économie ne doit pas contredire les lois de la physique, sinon il va y avoir un problème. Deuxième loi, on peut regarder aussi la biologie. Alors nous, en économie, c'est vrai, très souvent, on part de l'hypothèse que les individus sont égoïstes. Et donc, la compétition entre individus, entre entreprises, la compétitivité entre pays, c'est une bonne chose, ça va nous amener vers une évolution darwinienne, vers le meilleur, alors que les biologistes savent très bien que ce n'est pas du tout comme ça que ça marche dans la nature. Au contraire, justement, les mécanismes de coopération, et ça a très bien été montré, c'est ça qui explique la véritable survie des espèces sur le long terme. Donc là, nous autres, en tant qu'espèces humaines, au lieu de se faire compétition aujourd'hui, comme on le fait pour le reste des barils de pétrole et des métaux rares, on va se dire, pour la survie à long terme de notre espèce, ça serait peut-être bien de réinvestir dans notre capacité coopérative. Est-ce que l'une des leçons, justement, de ces 3,8 milliards d'années de recherche et développement de la nature, c'est que de toute façon, on va subir, ou on subit déjà une forme de décroissance. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, faute de matières premières, il y a des secteurs de l'économie qui vont décroître ou s'arrêter. Oui, alors nous, en macroéconomie écologique, on préfère parler de récession ou même d'effondrement. Donc je pense que le choix qui s'offre à nous, c'est soit une décroissance choisie, donc avec la mobilisation d'une intelligence collective pour justement allouer les ressources rares aux projets les plus essentiels, donc ça c'est les scénarios qu'on étudie dans la décroissance, soit l'effondrement subi. Donc politique de l'autruche, et le jour où un cargo se bloque ici-là, le jour où il y a une crise géopolitique, le jour où il y a des canicules pendant plus d'une semaine, le jour où il y a une panne de courant, et là, rationnement, brutal, sans planification, au détriment des plus pauvres. C'est ce qu'on subit aujourd'hui. C'est ce qu'on subit aujourd'hui, et si on avait une machine à remonter dans le temps et qu'on pouvait revenir à la publication du rapport Meadows en 1972, on comprendrait qu'on aurait tout intérêt à prendre 10 ans pour faire une grande transformation de notre système productif et de nos cultures de consommation, et aujourd'hui, on aurait une économie locale, circulaire, on aurait une économie où la grande majorité des structures suivent les lois de l'ESS, on aurait réduit les inégalités, on se serait débarrassé des énergies fossiles, et aujourd'hui on serait, l'expression est très mal choisie, mais les rois du pétrole. Effectivement. Justement, parlons de pétrole, parce que on est encore ultra dépendant aux hydrocarbures, pas seulement pour se chauffer, pour se déplacer, pour les vêtements qu'on porte, etc., etc. Les solutions techniques d'alternatives, elles existent. Alors, parce que vous dites, il suffirait de se poser, de réfléchir pendant 10 ans et on sort de cette logique-là. Alors d'agir, réfléchir, vraiment de mettre en place la transition. Et je répète toujours que c'est génial d'avoir toute cette science et des connaissances tous les jours, des nouveaux cas d'études sur des nouveaux pays, mais je pense qu'on a largement assez de connaissances pour savoir quoi faire. Même si on revenait 10 ans en arrière, ça vient confirmer en fait des théories qui étaient déjà là dans les années 90, au début des années 2000, et même chez les plus précurseuses dans les années 70. Donc aujourd'hui, on a un problème, et ça c'est centré autour de ce qu'on appelle l'effet rebond, c'est quand on a une éco-innovation qui va donner lieu à une alternative technique, et souvent ça vient pas juste remplacer. C'est-à-dire, on invente une voiture électrique, ça va pas directement... L'innovation d'une voiture électrique ne va pas mener à l'exnovation des voitures thermiques. Souvent, on a justement ce qu'on appelle un empilement technologique. C'est vrai. L'historien Jean-Baptiste Fresso l'a très bien montré, et j'adore son livre, a été traduit en anglais, More, More and More. Donc c'est bien, plus et encore plus. Et c'est exactement ça. Aujourd'hui, on ne fait pas face à un problème de manque d'innovation. On a beaucoup d'innovations en fait, qui viennent créer des nouveaux problèmes écologiques.
Donc inventer par exemple un méga chalutier, ça va, ou la capacité de venir forer les fonds marins, ça crée des problèmes qui n'existaient pas avant. Vu que ça rapporte beaucoup plus de faire ce genre d'extraction, on comprend qu'il y a beaucoup plus d'innovation, une innovation beaucoup plus rapide, il y a beaucoup plus de brevets dans ces activités que dans l'ESS. Et donc malheureusement, les problèmes se multiplient plus vite que les solutions. Ça, c'est des 30 secondes pour conclure. Oui, et donc ces effets rebonds, pour moi, vraiment, la manière d'y aller, c'est la sobriété et la décroissance. Changer les cultures de consommation et changer aussi le mode de production pour se dire, ah bah tiens, la productivité, mettons-la au service de la soutenabilité au lieu de la mettre au service de la croissance. Merci beaucoup Timothée Paric. Votre livre « La science de la post-croissance » est donc publié aux éditions Actes Sud. À très bientôt sur notre antenne. C'est notre rubrique Startup tout de suite.